Hello à tous, bienvenue dans l'épisode 305 du podcast Je peux pas, j'ai business. Aujourd'hui, épisode historique dans le podcast puisque chaque fois, en début d'année, je vous partage mes prédictions réseaux sociaux / marketing pour l'année à venir et je vous mettrai bien évidemment en description toutes les éditions des années précédentes si jamais vous voulez aller jauger si j'avais raison ou pas. Jusqu'ici, moi je vous avoue que je suis très hypée. Ça fait partie des épisodes que je préfère créer avec vous. Donc, sans plus de transition, allons-y. Et petite dédicace à tous ceux qui sont sur YouTube. Comme vous le voyez, j'ai trouvé la tasse de Noël la plus cheap et la plus belle. Non, moche, j'en sais rien. Mais bref, la plus cheap que j'ai pu trouver. Parce qu'on est juste avant Noël au moment où j'enregistre cet épisode de podcast. Donc, si vous avez cette magnifique chose sous les yeux, mettez-moi le mot tasse de Noël en commentaire et dites-moi si vous aussi vous avez des tasses de Noël super moches mais que vous adorez sortir une fois par an quand c'est la période et le mois de décembre. Ok, trêve de bavardage et c'est parti pour notre épisode du jour, les 7 tendances réseaux sociaux à venir pour 2025. La première de ces tendances, c'est que les réseaux sociaux en fait ne sont plus vraiment sociaux et qu'il va falloir faire cette prise de conscience. J'en ai déjà parlé dans l'épisode que je vous ai tourné sur ma stratégie de contenu pour 2025, je vous remets le lien, pareil si vous voulez aller checker ça. Mais il y a cette phrase d'un créateur que j'ai entendu qui m'a vraiment retourné le cerveau tellement je l'ai trouvée juste vraie et en même temps affolante dans le sens où il va falloir se mettre au charbon, qui nous disait « Social media is not social anymore, it's just media ». Si je dois traduire ça, ça nous dit que les réseaux sociaux ne sont plus vraiment des réseaux sociaux, mais que, à contrario, c'est devenu des médias. Et quand on y réfléchit bien, en fait, on se rend compte que c'est vrai. Aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas de votre côté, mais pour moi, les réseaux sociaux ne sont plus vraiment un moyen de me tenir au courant de ce qui se passe dans la vie de mes proches ou de continuer à être en contact avec des potes, etc. Sauf peut-être dans la messagerie privée, par exemple les DM sur Instagram. Et encore, la plupart du temps, quand je suis abonnée à des comptes sur les réseaux sociaux, c'est plutôt à des fins soit de divertissement, soit à des fins d'éducation, parce que c'est des contenus qui m'intéressent, mais beaucoup plus rarement pour rester en contact avec certaines personnes. Encore une fois, à l'exception des DM. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On comprend qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont avant tout un média pour nous, entrepreneurs, pour notre marque, qu'on ait une marque d'entreprise, si on ne se montre pas, si on est une équipe de plusieurs, etc. Ou alors une marque personnelle, si comme moi, vous appuyez aussi beaucoup sur votre image pour faire grandir votre entreprise. Et quand je dis marque personnelle et s'appuyer sur son image, ça peut être en se montrant, par exemple en se faisant des stories face cam, en faisant des vidéos comme moi, ou même sans se montrer, mais en construisant quand même un personal branding autour de soi. Et il y a plein d'exemples aujourd'hui, comme par exemple mon amie Emma de Ambition Féminine, qui sont des personnes qui montent un business en personal branding, en marque personnelle, sans jamais montrer leur visage sur les réseaux sociaux. Donc, marque personnelle ne veut pas forcément dire montrer son visage, bien au contraire. Mais là, je digresse, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? C'est que les réseaux sociaux deviennent des médias et qu'il faut les traiter comme tels et comprendre que les gens aujourd'hui vont sur les réseaux sociaux soit pour apprendre, soit pour se divertir, mais moins dans cette optique de garder contact avec leur cercle d'amis. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement ? Ça veut dire que, ça va être important de construire une image de marque, encore une fois, que ce soit autour de vous, de votre personne, ou alors autour de votre business, en fonction de vos choix, en fonction de la stratégie que vous avez adoptée, mais aussi qu'en termes de contenu, on ne va pas publier que des choses qui ont rapport avec notre business ou que des choses qui ont rapport à nous, mais on va se comporter comme un média. On va partager à la fois du contenu divertissant, à la fois du contenu éducatif, à la fois du contenu qui va venir nourrir notre image de marque. Donc ça peut être les coulisses de notre entreprise, ça peut être nous, ça peut être 2-3 petits aperçus de ce qui se passe dans notre vie perso, sans tomber non plus dans un espèce de voyeurisme. Après, chacun met le curseur là où ça lui plaît, mais vraiment de commencer à considérer ces réseaux sociaux, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, comme un média. Et d'ailleurs, pour aller creuser un petit peu cette tendance, c'est que si on réfléchit aujourd'hui, même en termes d'algorithmes, les algorithmes aujourd'hui fonctionnent sur un système d'audience matching beaucoup plus que de « je recommande aux personnes qui sont abonnées à vous ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je crée un contenu, ça peut être sur Instagram, sur TikTok, n'importe quelle plateforme, eh bien, la plateforme, l'algorithme va comprendre de quoi je parle, parce qu'aujourd'hui, tout est boosté avec l'IA et les plateformes peuvent comprendre très très rapidement quels sont les sujets, quelles sont les thématiques qui sont abordées dans ce contenu, qu'ils soient audio, vidéo ou bien tout simplement images, écrits ou autres, et le recommander en priorité auprès de personnes qui ont manifesté de l'intérêt pour ce type de contenu, pour ces thématiques-là, que ces personnes soient abonnées ou non à moi. Et d'ailleurs, Instagram qui vient d'annoncer la fonctionnalité Trial Reels, qui permet de montrer des réels uniquement à des personnes qui ne nous suivent pas, en est la
parfaite démonstration, on est le parfait exemple, dans le sens où aujourd'hui, on voit que les plateformes sur les réseaux sociaux vont avant tout essayer de montrer notre contenu à des personnes à qui c'est susceptible de plaire, plus que de montrer du contenu à des personnes qui sont abonnées à nous. Alors évidemment, c'est pas tout noir ou tout blanc, il y a plein de nuances là-dedans, mais gardez en tête le côté audience matching des algorithmes beaucoup plus que abonnés matching ou followers matching. C'est-à-dire, je montre un contenu non pas aux followers qui suivent le créateur, mais plutôt aux personnes qui ont montré l'intérêt pour un contenu similaire. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous et pourquoi c'est intéressant de prendre conscience de ça? Ça veut dire que plus votre compte va être niché, et je sais que vous détestez quand je dis ça et que vous détestez ce mot-là, mais plus votre compte va être niché, ça veut dire va parler toujours de la même chose, plus ça va être facile pour les plateformes et les algorithmes de savoir à qui montrer votre contenu, et du coup, plus ça va être facile pour vous de grandir. Et un exemple qui m'a donné une vraie leçon d'humilité là-dessus, c'est le créateur qui s'appelle Callaway ou Callaway, je ne sais pas exactement comment on est censé prononcer ça, donc qui est anglophone, qui a créé une chaîne YouTube il y a 2 mois, à la date à laquelle j'enregistre cet épisode de podcast, il y a 2 mois, et lui, son credo, sa niche, c'est les vidéos verticales. C'est quelqu'un qui vous apprend à faire des vidéos verticales pour faire grossir votre business. Il ne parle que de vidéos verticales et de tous les sujets qui touchent aux vidéos verticales. Et bien cette personne, je l'ai vue en moins de 2 mois faire passer sa chaîne YouTube de 0 à 50 000 abonnés, en ne parlant que de vidéos verticales. Et pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait de plus on est niché, plus on est précis, plus les plateformes comprennent de quoi on parle et plus elles sont susceptibles de montrer ça auprès des personnes qui sont intéressées et donc du coup d'attirer les bonnes personnes. Alors que si je parle de beaucoup de choses différentes et diverses, eh ben c'est moins facile, je dis pas qu'elles y arriveront pas, mais moins facile pour les plateformes de savoir qui est mon audience idéale et à qui est-ce qu'elle devrait montrer mes contenus. Donc ça, c'était pour notre première tendance. Notre deuxième tendance, c'est la montée en flèche des communautés. Donc ça, c'est pas une tendance qui est nouvelle pour 2025, c'est vraiment quelque chose qui est présent et qui monte en flèche depuis plusieurs années, mais c'est renforcé encore plus cette année avec la montée en flèche de l'IA. On en parlera après, évidemment que ça fait partie de nos tendances, mais l'IA aujourd'hui grignote beaucoup de choses, beaucoup de tâches qu'on peut faire au quotidien, encore plus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a l'impression que tout outil, toute plateforme a son IA intégrée, que l'IA fait partie de tout, qu'elle est vraiment rentrée dans notre quotidien. Mais s'il y a bien une chose que l'IA ne peut pas remplacer et dont les gens crèvent d'envie en ce moment et sont vraiment demandeurs, c'est tout l'aspect communautaire, personnalisé, parler à un réel être humain en face de nous. Et on peut le voir avec toutes les fonctionnalités qui sont développées par les plateformes, YouTube avec le Community Lab, Instagram avec les canaux, et toutes les fonctionnalités qui commencent à popper à droite à gauche. Et donc je prédis qu'en 2025, le côté communauté va être à développer plus pour continuer à construire son entreprise. Et donc je prédis qu'en 2025, les gens vont être encore plus à la recherche d'interaction réelle, d'authenticité et de liens, et qu'il va y avoir une demande énorme sur le fait d'intégrer des micro-communautés. Ces micro-communautés peuvent être créées sur les outils des plateformes. Je vous ai cité le Community Lab de YouTube juste avant, mais ça peut être aussi sur des outils comme Circle, comme School, ça peut être sur des Discord, ça peut être des Slack, mais voilà, vraiment avoir une communauté au sein de son business. Dans un marché aujourd'hui où on est assailli, littéralement submergé littéralement de contenu, en fait, on va avant tout rechercher le peu mais le bien, la qualité plutôt que la quantité, et on va avoir tendance à se réfugier dans une communauté cocon dont on fait confiance aux créateurs ou aux fondateurs, où on sait qu'on va pouvoir retrouver des gens bienveillants, des réponses à nos questions et aussi des contenus rigoureusement sélectionnés. Là aujourd'hui, on nage de plus en plus dans une marée de contenus dont la plupart sont générés aussi par de l'IA. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus dans cette vidéo. L'idée, c'est de se dire communauté. Donc, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser dans votre business en 2025? C'est de vous poser la question, c'est quel est l'espace communautaire que j'offre à mes abonnés? Ça peut être aussi bien un groupe Discord ou un canal Discord, ça peut être aussi bien un canal Telegram, un canal sur Instagram, ça peut être aussi bien une communauté un peu plus grosse que sur un outil comme Circle, ça peut être plein de choses différentes, mais je pense vraiment que ce côté communautaire va être un enjeu majeur, surtout à l'ère où l'IA prend énormément de place, et je pense que d'ici la fin de l'année 2025, une majorité de contenus qu'on verra sur les réseaux sociaux seront générés par de l'IA. C'est triste à dire, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est juste que voilà, je pense ce qui va se passer, et du coup, où est-ce qu'on va retrouver cette authenticité et où est-ce qu'on va retrouver cette qualité de contenu où on sait qu'on va pas perdre notre temps à scroller indéfiniment sur des contenus qui se ressemblent tous, c'est au sein des communautés. Du coup, transition totalement logique avec ma troisième tendance qui est évidemment l'IA. Donc l'IA, c'est une tendance sans en être une, c'est plutôt un changement et un bouleversement total du marché. Mais il faut savoir qu'en 2025, elle va continuer à faire partie de nos vies
encore plus. Là où avant, ça pouvait être un véritable élément différenciateur, ça pouvait être un avantage, un atout dans notre manche, en 2025, composer sans l'IA, c'est déjà s'imposer un handicap de base. Donc si aujourd'hui vous travaillez que avec ChatGPT ou même avec pas du tout d'IA, il va falloir se dire, OK, quels sont les autres outils que je peux développer? Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut générer son contenu avec de l'IA ou qu'il faut tout faire ou tout automatiser avec l'IA. Pas du tout, moi je suis même plutôt contre ça. Par contre, utiliser l'IA comme facilitateur et accélérateur de nos tâches quotidiennes, dont la création de contenu, parce que c'est l'exemple que je prenais là, et qu'on parle de réseaux sociaux, ou alors pour automatiser beaucoup de tâches, aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement puissant et avec lequel je pense qu'on va tous être amenés à composer. Encore une fois, plus le temps va passer, plus les gens vont être habitués à ça et plus les personnes qui ne passent pas ce cap, qui ne prennent pas ce virage, risquent de juste louper une opportunité de croissance ou bien juste prendre du retard. Un autre aspect de l'IA aussi que je trouve assez peu abordé, surtout sur les thématiques création de contenu, réseaux sociaux, etc., c'est tout cet enjeu de créativité. Aujourd'hui, et depuis la première fois de l'histoire de l'humanité, avec l'IA en termes de créativité, tout est possible. Littéralement, tout est possible en termes de créativité. N'importe quel visuel peut être fait, n'importe quel concept peut être développé, etc. Et donc, il y a un vrai enjeu de créativité aussi avec nous, créateurs de contenu, de comment est-ce qu'on peut challenger notre créativité, redoubler de créativité, continuer à explorer de nouveaux formats, de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières d'être créatif aussi, pour justement nous aligner sur un standard de marché qui est en train d'être tiré vers le haut à vitesse grand V par l'IA, parce qu'on est habitué à voir des choses toujours plus waouh. Et du coup, si nous, de notre côté, on ne se challenge pas sur ce côté créatif, on va avoir beaucoup de mal aussi à attirer l'attention. Encore plus dans un marché où, comme je vous l'ai cité, avec l'arrivée de l'IA, il y a tellement plus de contenu qu'il y a une vraie contraction du marché. L'audience reste sensiblement la même s'il y a de plus en plus d'audience chaque année, elle n'augmente pas en tout cas à la même vitesse ou elle ne suit pas la même courbe que le nombre de contenus disponibles. Et donc, du coup, attirer l'attention et captiver l'attention et garder l'attention des audiences du public va être de plus en plus compliqué. Il va falloir faire preuve de vraie créativité. J'en arrive à ma 4e tendance sur les réseaux sociaux en 2025, c'est tout ce qui concerne le référencement sur les réseaux sociaux qui devient un vrai enjeu et un vrai atout aussi à mettre dans sa manche. Aujourd'hui, de par le renouvellement des générations et même le changement des habitudes sociétales, la plupart des gens, une majorité de gens, utilisent les réseaux sociaux comme moteur de recherche. Mais moi, aujourd'hui, je le vois à titre personnel. Aujourd'hui, quand je cherche des inspirations, je vais sur Pinterest. Quand je cherche des tutoriels, des explications, des démonstrations, je vais sur YouTube. Quand je cherche des contenus, des inspirations, des conseils assez courts, je vais sur TikTok ou alors je vais sur les réels sur Instagram, par exemple, mais je vois que j'utilise de moins en moins Google à titre personnel et encore moins depuis qu'aussi j'ai compris que ChatGPT, je pouvais à peu près lui demander tout ce que je voulais et que j'avais des résultats personnalisés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous utilisez la dernière version de ChatGPT où on peut littéralement lui parler, échanger avec lui, mais pareil, on est en train de rendre tous les moteurs de recherche standards type Google, Safari, etc. complètement obsolètes. Est-ce qu'ils vont disparaître? Non, mais je pense qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup plus qu'on veut le penser et qu'on veut le croire aussi, les réseaux sociaux pour faire leurs recherches. Et que du coup, tous les contenus qu'on va créer, il y aura un véritable enjeu de référencement là-dessus. Référencement avec les mots-clés qu'on va mettre dans le titre, dans la bio, dans la description, la manière dont on va construire notre contenu aussi. Bref, le SEO n'est plus réservé que aux articles de blog, mais aussi maintenant aux vidéos, aux podcasts et à tous les contenus qu'on peut produire. Et de savoir réfléchir métadonnées, de savoir réfléchir mots-clés, de savoir aussi créer des contenus en fonction des envies, des besoins de notre audience à un moment T pour être sûr de la catcher à un moment où elle a un besoin, ça va être un enjeu de plus seulement créer du contenu parce qu'on veut le créer ce contenu ou parce qu'on pense que c'est cool, mais parce qu'on sait qu'il répond à un enjeu clé. L'exemple le plus standard, on va dire, et le plus facilement compréhensible, c'est que là, à l'heure à laquelle sort cet épisode de podcast, début d'année, tout le monde est motivé, tout le monde est plein de bonnes résolutions, tout le monde s'est dit « Ok, c'est bon, 2025, c'est mon année, ça change, etc. » Et du coup, c'est le moment parfait pour tacler toutes les thématiques autour de comment se fixer des objectifs, comment tenir ses résolutions, comment avoir un bon début d'année, comment être plus productif, etc. Parce que c'est un besoin des gens. Et de pouvoir composer son calendrier éditorial, son calendrier marketing, sa création de contenu en fonction des besoins des gens à un moment T, ça fait partie de la stratégie, ça fait partie aussi des prochains enjeux. Encore plus aujourd'hui, à une ère où l'IA nous aide de plus en plus aussi à détecter les tendances,
à l'avance et à pouvoir aussi surfer dessus. Donc, comment de votre côté utiliser tout cet enjeu du référencement sur les réseaux sociaux pour votre année 2025 ? Ça va être de toujours encore, et encore, c'est le discours que j'ai depuis le début, connaître votre audience cible, savoir quels sont ses enjeux à un moment T, quels sont ses enjeux aussi sur le long terme. Mettez des mots-clés, que ce soit dans les liens, dans les bios, dans les descriptions, dans les titres, dans les sous-titres, dès que c'est possible. Les hashtags aussi peuvent vous aider sur les réseaux sociaux sans en abuser, bien évidemment. Et puis, il y a plein d'outils comme par exemple TopBuddy pour YouTube, Keywords Everywhere pour l'ensemble des plateformes qui vous aident à détecter quels sont les bons hashtags, les bons mots-clés, les tendances du moment pour que vous puissiez, à votre tour, vous positionner dessus. Mais du coup, on va devoir être beaucoup plus stratégique dans notre création de contenu. J'en arrive à ma 5e tendance des réseaux sociaux pour l'année 2025. Celle-ci ne va pas forcément s'adresser à tout le monde, mais cette tendance, c'est le commerce, le social selling, le fait de vendre sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose, il y a quelques années, qui pouvait nous paraître dangereux ou un petit peu border, on n'était pas sûr, est-ce que vraiment c'est ok, est-ce qu'on va se faire arnaquer, etc. Aujourd'hui, et tout particulièrement auprès des nouvelles générations, génération Z, génération Alpha, j'ai l'impression de parler comme une boomer quand je dis ça. Et en fait, il y a cette habitude d'acheter directement sur les réseaux sociaux qui s'est énormément développée. Autant Instagram avait mis en place des options de shopping, de commerce, de e-commerce en ligne sur sa plateforme depuis maintenant plusieurs années, autant TikTok, avec son option TikTok Shopping qui a été mise en place en 2022 de mémoire, et en 2023 et 2024 surtout, ça a explosé. Ils ont tout cassé. Vraiment, c'était un banger, leur truc. Ils sont vraiment arrivés à avoir le design et l'expérience utilisateur parfait pour que les gens achètent directement sur TikTok. Et de la même manière, on remarque aussi une remontada de Pinterest avec les gens qui achètent de plus en plus de nouveau sur Pinterest après une petite baisse aux alentours des années 2022, 2023, 2024. C'est remonté énormément en flèche. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui vendent du produit physique, le fait de pouvoir vous mettre au social selling, si c'est pas déjà fait, de pouvoir vendre directement sur TikTok, sur Instagram, sur Pinterest, ou alors même utiliser Pinterest pour driver du trafic vers votre site, vers votre boutique. Encore une fois, on n'est plus sur un avantage concurrentiel à avoir, mais vraiment sur, si vous ne le faites pas, vous partez déjà en vous tirant une balle dans le pied. On arrive à présent à notre 6e tendance sur les réseaux sociaux pour l'année 2025. Et cette tendance, je l'ai appelée l'économie de l'attention. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, entre la montée en puissance des créateurs de contenu, le nombre de personnes qui veulent créer du contenu, l'IA aussi qui crée du contenu pour nous, eh bien, il y a une espèce de contraction du marché, et surtout un marché qui se professionnalise. On n'est plus en 2020, 2021, où juste créer du contenu plus ou moins stratégique sur Instagram pouvait nous donner un avantage concurrentiel majeur. Bien au contraire, la professionnalisation du marché fait qu'aujourd'hui, il y a moins de place pour l'erreur et que créer du contenu devient quasiment un métier et devient une grosse partie de notre communication. En tout cas, si comme moi, vous avez décidé de créer du contenu pour développer votre business. Et si c'est pas votre stratégie, vous êtes un peu moins concerné par ce que je m'apprête à vous dire. Et du coup, dans un marché où il y a de plus en plus de contenu, du contenu de meilleure qualité aussi, il y a un vrai enjeu autour de l'économie de l'attention des personnes qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire notre audience, nos clients cibles, etc. Parce que eux sont de plus en plus habitués à avoir du contenu de très grande qualité. Quand je dis qualité, c'est autant sur le fond, c'est-à-dire la qualité de ce qui est dit, la pertinence des propos, que sur la forme, c'est-à-dire la qualité du son, de l'image, si on est sur la vidéo, du son en podcast, du graphisme, si on est sur un contenu plutôt visuel. Et il y a des standards de qualité qui ne font que grimper. Encore une fois, c'est renforcé et accéléré par l'IA et qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'avoir un contenu qui est bof ou qui est moyen, que ce soit sur le fond ou sur la forme. D'autant plus qu'on arrive avec un second enjeu. Et je sais que ce que je m'apprête à dire ne va pas plaire à beaucoup d'entre vous, mais un enjeu de quantité en plus que de qualité pour vraiment réussir à catcher l'attention de quelqu'un et réussir à retenir aussi l'attention de notre audience cible. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça à l'échelle de votre business ? J'ai conscience évidemment que c'est un discours qui a tendance des fois à un peu décourager parce qu'on se dit oh là là, mais moi mon métier c'est pas créer du contenu, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie que ça devienne une telle charge mentale parce que ça l'est déjà suffisamment au quotidien, j'ai pas envie de poster tous les jours sur Instagram, j'ai pas envie de devoir aller sur un podcast ou sur YouTube. Bref, ça peut sembler être une montagne. Mais les enjeux à retenir de votre côté, c'est la qualité du contenu que vous allez produire. Essayez de faire au maximum en termes de qualité dans le fond et de qualité dans la forme. La deuxième chose à retenir, c'est cette notion d'économie de l'attention et d'à quel point ça devient crucial de choper l'attention de notre audience cible, de notre client cible, dès les premières secondes. Et c'est là qu'on parle du concept de hook. Hook, ça veut dire hameçon en anglais. C'est les
toutes premières secondes de notre contenu. Par exemple, c'est les 2 premières secondes d'une vidéo, c'est les 2 premières secondes d'un podcast, c'est la première ligne, la première phrase ou même les premiers mots d'un contenu qui est à l'écrit. Et c'est ça, en fait, ce qui va attirer l'attention de notre public cible, de notre audience cible. Et plus on va réussir à soigner, à apporter du soin, de l'attention et du travail sur ces premières secondes, plus on va s'assurer de retenir l'attention de notre audience dans une ère où tout est fait pour que cette attention aille au contenu d'après ou à la notification d'après ou à la sollicitation d'après. Donc, enjeu numéro 1 pour vous qui créez du contenu pour votre business, quel que soit votre rythme de publication, quelle que soit votre plateforme de publication, vous devez à chaque fois vous demander quel est le hook, quelles sont les premières secondes, avec quoi est-ce que je catch l'attention de mon audience. Et encore une fois, ça devient un réel enjeu. Et enfin, j'arrive à ma 7e et dernière tendance réseaux sociaux pour l'année 2025, c'est le concept du zero-click content. C'est un mouvement, c'est une tendance qui est en train de monter en force côté nord-américain. On n'en entend pas encore trop parler côté francophone, je dois l'avouer, mais qui, je pense, va exploser en 2025. On le sait généralement quand il y a des grosses innovations en termes de marché, quand il y a des grosses avancées, généralement dans les mois ou les années à venir, on observe un espèce de retour en arrière pour ensuite avoir un juste milieu qui va se trouver tout naturellement dans les mois et les années qui suivront ensuite. Et là, en fait, il y a eu une telle montée et poussée des contenus courts, des contenus catchy, avec des mini-chats, des automatisations. Il faut mettre des mots en commentaire pour recevoir des réponses en DM. Il faut s'inscrire à une liste email pour pouvoir recevoir un contenu complémentaire, etc. Et encore une fois, c'est génial de faire ça parce que pour nous, en tant que créateurs, en tant qu'entrepreneurs, ça nous aide aussi à construire une liste email, à convertir, etc. Mais on observe une réelle lassitude des utilisateurs des plateformes de ne plus avoir de contenu complet, juste un seul contenu avec la réponse à la question qu'ils sont venus chercher sans avoir besoin de faire une action supplémentaire comme entrer un mot-clé pour déclencher une automatisation, s'inscrire à une liste email, aller regarder une partie 2 sur un autre contenu, sur un autre post, etc. Et donc, cette tendance du zero-click content désigne des contenus où, à l'intérieur du contenu, il y a la valeur promise et aucune action supplémentaire n'est demandée à l'audience, ni même de partager, ni même de s'abonner, etc. Où en fait, le contenu se suffit à lui-même. Donc en fait, on revient à une espèce de minimalisme du contenu qui se suffit à lui-même dans sa forme la plus pure et la plus originelle. Et donc, évidemment, je suis pas en train de vous dire il faut arrêter les mini-chats, il faut arrêter les automatisations, il faut arrêter de dire aux gens de s'inscrire à une liste email pour récupérer une magnette, etc. Mais je pense qu'en 2025, on va avoir un vrai enjeu et si vous voulez être précurseur sur une tendance et du coup catcher aussi les gens là-dessus, un vrai enjeu sur trouver l'équilibre entre quels sont les contenus que je crée qui se suffisent à eux-mêmes et qui ne nécessitent pas de la part de mon audience une action supplémentaire et quels sont les contenus où là il y a une action supplémentaire parce que moi il faut bien aussi que je construise par exemple ma liste email ou que je vende ou autre chose. Et de savoir trouver quel est l'équilibre, ça peut être du 50-50, du 20-80, à vous de voir ce qui fonctionne pour vous aussi, à vous de faire des tests, mais d'introduire en tout cas dans ces contenus des contenus qui fonctionnent par eux-mêmes et qui vont, entre guillemets, créer un affect supplémentaire de la part de votre audience là où elle est épuisé de l'autre côté, de toujours devoir faire des actions supplémentaires. Donc en résumé, je ne suis pas en train de vous dire faites que des automatisations sur ManyChat et que des lead magnets, etc. Je ne suis pas en train de vous dire arrêtez complètement de faire ça, va des rétro satanas, c'est le nouveau truc à éviter. Je pense qu'il faut les deux, mais je pense qu'il faut faire la part des choses entre les deux et savoir adopter la tendance aussi du zero-click content qui, je le pense, va devenir extrêmement importante, présente et demandée en 2025. Voilà les amis pour cet épisode de podcast, c'est pour tout ce que je pouvais vous partager sur les tendances réseaux sociaux et mes prédictions pour l'année 2025. J'ai hâte d'entendre votre avis sur le sujet, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, quelle est la tendance qui vous parle le plus, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je vous attends en commentaire si vous êtes sur YouTube, j'ai toujours hâte de vous répondre, d'échanger avec vous, ou alors sur Instagram, j'adore aussi échanger avec vous, d'ailleurs on est presque 100 000 par là-bas, donc encore merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner. D'ailleurs, je vous mettrai là en description le lien de mon podcast / ma vidéo sur ma stratégie de contenu en 2025 où vous allez pouvoir voir exactement comment est-ce que j'anticipe cette année et quelle est la stratégie que je compte adopter compte tenu de toutes ces tendances-là. Donc le lien est disponible dans la bio. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!